Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour remplacer le cours du jour. Vous avez besoin de votre cahier et la première chose à faire, c'est de prendre une grande page, une grande nouvelle page, parce que nous commençons une nouvelle partie de l'année. C'est fini les pouvoirs de la parole. On commence la partie 2, représentation du monde. Donc vous pouvez faire une grande page de titre, tout simplement pour commencer cette deuxième partie de l'année. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas à faire pause, hein, c'est ça l'avantage des vidéos aussi. Une fois que vous avez fait ça, on, on passe à la première séquence. Donc vous pouvez écrire le titre de la séquence. Donc c'est la séquence 3 dans l'année, mais c'est la première séquence de la partie 2. Le titre c'est La diversité des cultures sépare-t-elle les hommes? Et on va commencer avec une première séance, les dangers de l'ethnocentrisme, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui en vidéo. Alors, il faut savoir que cette deuxième partie de l'année, on va changer un peu de période. Pendant la première partie de l'année, sur les pouvoirs de la parole, notre période de référence était l'Antiquité, parce que c'est dans l'Antiquité que, pour fonder des cités, pour les premières démocraties, les hommes et les philosophes notamment ont beaucoup réfléchi au pouvoir de la parole. Là, on change complètement de période, on passe à la période notamment des grandes découvertes. La date clé, c'est 1492, la découverte de l'Amérique. Et pourquoi cette période est très importante? C'est que, en fait, c'est l'occasion de découvrir une grande diversité des cultures. D'accord? Donc, cette diversité des cultures, elle est forcément intrigante, elle fait qu'on se pose plein de questions. Euh, est-ce que, voilà, les cultures, est-ce qu'il y a des cultures qui sont supérieures aux autres, d'autres qui sont inférieures aux autres? C'est pas du tout évident. Je vous invite, comme je vous l'ai indiqué, donc à prendre des notes dans votre cahier au fur et à mesure, mais je vais vous expliquer le tableau, donc essayez de le recopier au fur et à mesure que je l'explique. Donc dans la colonne de gauche, vous avez l'ethnocentrisme et dans la colonne de droite, vous avez le relativisme culturel. Donc ce sont deux attitudes qu'on peut avoir quand on rencontre une nouvelle culture. Donc, typiquement, imaginez, voilà, vous êtes un explorateur, vous arrivez sur le nouveau monde, quelle attitude vous pouvez avoir? Ou en ce moment, voilà, vous arrivez sur Mars, vous découvrez la vie sur Mars, parce qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, quelle attitude vous aurez si vous découvrez qu'il y a des martiens? Bon, il n'y en a pas, mais c'est une expérience de pensée. Voilà. Alors l'ethnocentrisme, je vous ai mis la définition, hein, c'est le fait d'être tellement centré sur sa propre culture qu'on en vient à considérer qu'elle est supérieure à toutes les autres. Donc c'est ce qui peut se passer, on imagine les colons face aux Indiens d'Amérique ou face aux Noirs en Afrique. Mais en fait, les blancs peuvent être, les colons blancs peuvent être tellement centrés sur leur propre culture qu'ils vont venir à se considérer supérieurs à toutes les autres. Alors, pour illustrer cette définition, j'ai fait ici un tout petit schéma. En gros, ce que ça veut dire, c'est que, imaginons les colons, là, les blancs, c'est la culture 1, ils vont se considérer supérieurs à la culture 2, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est les qualificatifs qu'on utilise pour désigner la culture 1 et la culture 2 quand on est ethnocentriste. La culture 1, on va la qualifier de civilisation, en fait. Quand vous entendez le mot civilisation, dites-vous attention piège, derrière il y a l'ethnocentrisme. Le simple fait d'employer le terme civilisation, ça veut dire qu'on considère que certaines cultures sont supérieures à d'autres. En revanche, la culture 2, on va utiliser d'autres termes, on va dire ah c'est des sauvages, c'est des barbares, ce sont quasiment des animaux. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment typique de l'ethnocentrisme. Maintenant, passons au relativisme culturel. Le relativisme culturel, c'est l'inverse, c'est le fait de considérer que toutes les cultures se valent. Donc imaginez, vous êtes un explorateur, vous découvrez les Indiens d'Amérique, ou vous êtes un marchand, vous vous posez la question de est-ce qu'il faut esclavagiser les Noirs en Afrique, dans toute cette période, et là vous allez vous dire, non, en fait, on est différent, mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur. Voilà. Donc toutes les cultures se valent. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. En fait, vous avez la culture 1 et la culture 2 qui sont au même niveau. Donc il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre, les deux cultures sont simplement différentes. Moi, je voudrais qu'on réfléchisse un peu philosophiquement, en fait, dans la ligne suivante, là, à l'attitude fondamentale qui est derrière. Parce que je pense que vous dites, ah, moi, si j'avais été un colon, j'aurais forcément pas été ethnocentriste, j'aurais plutôt été dans le relativisme culturel, parce que c'est facile avec le recul. Mais en fait, je voudrais que vous vous rendiez compte que l'attitude de l'ethnocentrisme, on l'a tous. Peut-être pas vis-à-vis des cultures, parce que l'histoire nous a appris que quand même ça se faisait pas. Mais en fait, cette attitude, c'est l'attitude où on transforme les différences en hiérarchie. On a du mal, nous les êtres humains, c'est pas juste les colons blancs du 15e, du 14e, 15e siècle, enfin plutôt 15e, 16e siècle, qui ont ce problème-là. Nous tous,
on a du mal à voir les différences comme des simples différences, et on veut transformer ça en hiérarchie. Je pense à d'autres choses. Par exemple, je pense au fait que la différence entre les hommes et les femmes, au lieu de se dire, bah tiens, homme différent de femmes mais au même niveau, c'est-à-dire on accepterait les différences comme de simples différences sans les hiérarchiser, on se dit homme supérieur à femme. Vous voyez ? Dans un autre domaine, vous avez aussi, alors c'est aussi, ça c'est le domaine de la culture, mais à l'intérieur d'un pays. Si on a la culture bourgeoise, par exemple la musique classique, et la culture populaire, le rap, on pourrait se dire culture 1, différent de culture 2, mais les deux sont au même niveau. Mais qu'est-ce qui se passe ? Très souvent, on est à se dire, ah non, il y a quelque chose qui est de la vraie culture, par exemple la musique classique. On va utiliser le terme dans ce cas, ça c'est la culture générale, voilà. Et en revanche, il y aurait comme une fausse culture, une culture qui a moins de valeur, ça serait le rap. Pareil dans le cinéma, il y a comme les films d'art et d'essai, culture 1, supérieure aux films, je sais pas, de super-héros, culture 2. Les romans du 19e siècle, les mangas. Vous voyez, donc comme quoi, en fait, nous les êtres humains, on a toujours cette tendance à essayer de classer les choses, au lieu de se dire on est simplement différent. Malheureusement, on le fait aussi encore dans un autre domaine, dans le domaine des métiers. Vous voyez, on pourrait se dire ingénieur, différent de boulanger, mais il n'y a pas un métier qui est supérieur à l'autre en fait. Moi je suis prof de philo par exemple, je serais incapable de faire plein de métiers manuels. Totalement incapable. Et en fait, est-ce que ça veut dire que je suis meilleure ? Bah non, parce qu'en fait eux ils savent faire des choses que moi je sais pas faire, et réciproquement. Donc vous voyez comme quoi on est là à classer en fait, à se dire bah non, ingénieur supérieur à boulanger. Ou les séries générales c'est mieux que les séries, la voie professionnelle quoi. Pourquoi on se dit pas juste culture 1 différent de culture 2, ou métier 1 différent de métier 2, série générale différent de série technologique, mais pas, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Alors je suis sûre que vous avez plein de contre-arguments en disant mais c'est normal qu'il y ait certains métiers qui soient supérieurs à d'autres, qui soient mieux payés, etc. etc. Je voudrais quand même que vous preniez conscience que c'est pas si évident que ça en fait, hein, et que c'est cette tendance humaine à hiérarchiser au lieu d'accepter les différences comme de simples différences. Voilà. Donc ça c'était la petite réflexion philosophique du jour, pour aller peut-être sans doute un peu plus loin que le cours de français sur la différence entre ethnocentrisme et relativisme culturel. Dernière chose, sur les autres réflexions philosophiques, c'est que dans l'ethnocentrisme, en fait, tout le monde se tire vers le bas, alors que dans le relativisme culturel, mais en fait, je suis pas sûre que... Du coup, vous voyez pas qu'il y a un petit insert caméra, je vais vous le dicter. Tout le monde se tire vers le haut. Alors, tout le monde se tire vers le bas, pourquoi ? Parce qu'en fait, ceux qui se croient supérieurs, donc la culture 1 ici, ils se croient tout permis. Donc ils finissent par se comporter de façon encore plus barbare que les barbares. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en réponse, les barbares vont se considérer eux-mêmes comme... ça peut être un cercle vicieux, vous voyez. S'il y en a un qui se comporte comme des barbares, l'autre va avoir tendance à le faire aussi. D'accord ? Donc en fait, on a vraiment un mécanisme où tout le monde se tire vers le bas. On ne sait plus à la fin qui est le plus barbare, ça peut dégénérer en guerre en fait. C'est quand même intéressant en fait ce renversement, se dire quand on se croit supérieur, et ben on finit par être inférieur. Il y a quand même un mécanisme qui est intéressant ici. Dans le relativisme culturel, à l'inverse, tout le monde se tire vers le haut. Pourquoi ? Alors ce que j'avais écrit, c'est qu'on voit les défauts de l'autre culture, mais en sachant que notre culture en a aussi. En fait, on peut tout à fait voir les défauts de l'autre culture et se dire, bah tiens, je sais pas, ils ont des pratiques qui sont un peu choquantes, peut-être que certains d'entre vous, vous avez fait des exposés où vous avez vu qu'il y a quand même des pratiques culturelles choquantes, mais en fait, c'est d'avoir un peu de lucidité en se disant, mais est-ce qu'on vaut tellement mieux, nous, en fait et ça, on en discutera beaucoup après les exposés, après chacun des exposés. Voilà, c'est vrai que certaines pratiques culturelles sont choquantes, mais est-ce que c'est tellement mieux dans notre culture ? Voilà. Je lance la réflexion, tout en sachant qu'on en reparlera en cours. Le but de cette vidéo, c'est juste de poser les bases. Donc voilà, j'espère que vous avez eu le temps de recopier à peu près le tableau au fur et à mesure que je l'expliquais. Et bah sinon, vous faites pause, à nouveau. C'est l'avantage de la vidéo. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lire un petit texte. Je vous distribuerai le texte la prochaine fois. Donc c'est un texte qui va illustrer la dernière réflexion que je vous ai donnée là, sur est-ce que tout le monde se tire vers le haut ou tout le monde se tire vers le bas. C'est un texte de Lévi-Strauss,
et qui est assez éclairant. Donc Lévi-Strauss, c'est un ethnologue, un sociologue ethnologue qui a étudié du coup différentes, enfin voilà, les rapports entre les cultures au milieu du XXe siècle. Et voilà ce qu'il nous dit. Donc on va le lire ensemble. L'attitude la plus ancienne, et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Donc en fait, ce qu'il nous dit là, c'est que les formes culturelles qui sont très éloignées de nous, on les répudie. On peut dire par exemple on va répudier sa femme, c'est-à-dire qu'en gros en fait on veut divorcer, etc. Donc là c'est ça, c'est qu'en fait il y a une forme de mépris, on essaye de se considérer comme des dominants en fait très souvent quand quelque chose est très loin de nous. Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous. On ne devrait pas permettre cela. Là, faut l'entendre avec le ton choqué, en fait, de la culture 1, qui se croit supérieure à la culture 2, et qui dit, mais c'est sauvage, mais on ne devrait pas autoriser ça. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion, donc une espèce de peur, de dégoût, la répulsion, en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Là, normalement, si vous avez compris le tableau, ce que fait Lévi-Strauss, c'est qu'il décrit l'ethnocentrisme, donc le fait de se considérer supérieur aux autres cultures et de mépriser les cultures nouvelles et différentes de nous. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque, puis gréco-romaine, sous le même nom de barbares. Donc ça va faire le lien avec la première thématique de l'année sur les pouvoirs de la parole. En fait, ce qu'il nous dit, c'est que les Grecs, puis les Gréco-romains, en fait, ils considéraient que leur langue était supérieure à celle des barbares, et du coup, parce qu'ils trouvaient qu'ils parlaient mieux, qu'ils s'exprimaient mieux, etc., ils se considéraient supérieurs. Hein. Donc, ce qu'il nous dit ensuite, c'est que la civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. C'est vrai que à l'époque de Christophe Colomb, on utilisait plus le terme de sauvage que de barbare, ça dépend un peu des époques. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'il va nous dire ensuite. Or, derrière ces épithètes, les épithètes, souvenir de français, ce sont des adjectifs, donc barbare et sauvage, se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. En fait, en gros, quand un grec traitait un barbare de barbare, voilà, ce qu'il voulait dire, c'est en fait tu parles mal. Ta langue, on n'y comprend rien. Parce que étymologiquement, vous voyez, barbare, enfin même on a gardé un peu ça, voilà. Un barbare, c'est quelqu'un qui parle comme ça, barbare, on ne comprend pas ce qu'il raconte en fait le barbare. Et donc c'est ça que ça voulait dire en fait. Traiter quelqu'un de barbare, ça veut dire ce que tu dis, ça veut rien dire. On comprend pas ce que tu dis, c'est complètement inarticulé en fait. C'est un peu comme, enfin tu ne parles pas en fait, tu es comme un oiseau qui chante quoi, et on comprend rien de ce que tu dis, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc là il y a un mépris qui était lié en fait à la langue. Sauvage, ça veut dire de la forêt, évoque aussi un genre de vie animale par opposition à la culture humaine. Donc là, vous voyez, il est en train de nous dire, tiens, dans l'ethnocentrisme, il y a culture 1, culture 2, et ben la culture 1 se considère supérieure, et dans ce cas-là, elle va utiliser des termes, comme sauvage et barbare, pour se distinguer de la culture 2, en fait, pour dire la culture 2, ce sont des sauvages et des barbares. Dans les deux cas, on refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle, on préfère rejeter hors de la culture, dans la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit. Donc ça, c'est un truc que j'avais aussi mis dans le schéma, c'est qu'en fait, on va dire, ce sont quasiment des animaux. Ils font pas partie, ils sont pas cultivés, la culture 2. Voilà, ce sont des animaux, ils font partie de la nature et pas de la culture. Donc là, il n'y a rien de nouveau, je suis en train d'expliquer ce que j'avais mis dans le schéma. Ainsi, se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les Grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non une âme, donc les Espagnols, ils ont fait des choses atroces pour savoir si les indigènes possédaient ou non une âme, vous connaissez la controverse de Valladolid, et ben, dans l'autre sens, ces derniers s'employaient à immerger des blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. Est-ce que leurs cadavres pourrissaient ?
Donc, ce qu'est en train de dire Lévi-Strauss, là, c'est vraiment le tout le monde se tire vers le bas. Parce qu'en fait, les indigènes, ils étaient aussi totalement ethnocentrés. Ils étaient centrés sur leur propre culture, ils voient débarquer de blancs, ils se disent mais attendez, c'est des vrais humains ceux-là, leurs cadavres ils réagissent comment, enfin, et donc en fait tout le monde se tire dans le bas, vers le bas, par ethnocentrisme. La culture d'eux, elle se croit aussi supérieure, elle se permet de faire des choses atroces. Dès qu'on se croit supérieur, on se permet de faire des choses atroces, genre plonger un cadavre, voir si le cadavre pourrit, etc. On en est là. Cette anecdote à la fois baroque et tragique illustre bien le paradoxe du relativisme culturel que nous retrouvons d'ailleurs sous d'autres formes. C'est dans la mesure même où l'on prétend établir une discrimination entre les cultures et les coutumes que l'on s'identifie le plus complètement avec celles, j'oublie, que l'on prétend nier. Euh, En fait, on finit par ressembler à ceux qu'on a envie de dominer. En fait, c'est ça qu'il est en train de nous dire. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou les plus barbares, alors là je ne sais plus ce qu'il y avait écrit, bon voilà, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, là la phrase est très célèbre, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de recopier au moins cette citation. À la suite du tableau, vous allez mettre Lévi-Strauss, : le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Vous allez me dire, mais c'est bizarre cette phrase. Ça vous fait peut-être penser à un truc débile qu'on disait à l'école primaire. On disait parfois, c'est celui qui dit qu'il est. D'accord. Si tu dis si tu dis que je suis con, en fait, c'est toi qui es con. Ou si tu dis que je suis gros, en fait, c'est toi qui es gros. C'est un peu débile quand les primaires disent ça, parce que c'est pas parce que on traite quelqu'un de gros qu'on est gros soi-même, vous voyez. Ça marche pas à tous les coups. Mais ça marche très bien pour le coup de la barbarie. Pourquoi? Ben, à cause de ce qu'on a déjà dit, en fait. C'est-à-dire que quand on traite les autres de barbares, on se croit tout permis, et donc on va devenir soi-même barbare. D'accord. D'ailleurs, le simple fait de traiter les autres de barbares, il y a une forme de violence là-dedans. Donc c'est le premier pas vers cette barbarie, et après les choses peuvent dégénérer très gravement, voilà, par exemple, par de l'esclavage, par des génocides, etc., etc. Donc, vous voyez ce texte-là, si vous avez compris le tableau, il n'y a rien de nouveau, c'est juste formulé de façon un peu subtile, en donnant différents exemples, qui montrent bien le mécanisme de l'ethnocentrisme. Et voilà, on en reparlera la prochaine fois en essayant de voir le rapport avec le relativisme culturel. Et ben, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain en classe entière. Ça faisait longtemps.